Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette 5e édition des Outre-mer aux avant-postes, un événement imaginé par les équipes du magazine Le Point. Nous vous recevons aujourd'hui à la Maison de l'Océan et son splendide écrin qui est l'amphithéâtre dans lequel vous avez pris place. Alors, la Maison de l'Océan a été fondée au tournant du XXe siècle par le prince Albert Ier de Monaco, un homme passionné de sciences et grand explorateur des mers. C'est un établissement de l'Institut océanographique, une fondation reconnue d'utilité publique. L'Institut entretient d'ailleurs des liens étroits avec les Outre-mer via leur grand concours annuel Océano pour tous, qui accompagne plus de 1000 élèves et leurs enseignants dans la concrétisation d'un projet collectif en faveur de l'océan, avec cette année 14 classes de la Réunion à la Martinique, en passant par Mayotte. Alors, tout au long de cette journée, on va accueillir des personnalités politiques, des chercheuses, des décideurs, des journalistes et des citoyens pour interroger la place des Outre-mer dans le pacte national et explorer des voies d'avenir, de la santé publique aux droits fondamentaux, de la justice sociale au lien avec l'Afrique. Les Outre-mer aux avant-postes dessinent les contours d'une France plurielle en quête de cohésion pour placer enfin les Outre-mer où ils doivent être, aux avant-postes de la réflexion républicaine. Nous aurons tout au long de notre événement le plaisir de découvrir en direct et au fil des débats le regard de notre dessinateur, c'est Xavier Gors, qui nous accompagnera avec son trait précis, sa vision qui fait mouche et les punchlines acérées qui ont fait sa réputation. Merci d'être avec nous pour cette belle journée, les Outre-mer aux avant-postes. C'est parti, nous ouvrons l'événement par une première table ronde de prestige, puisque nous recevons la ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou. Il sera bien sûr question de la situation en Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de sécurité, de vie chère. Elle va répondre dans quelques instants aux questions d'Adrien Brachet, journaliste politique au Point. Mesdames, Messieurs, merci de les applaudir. C'est parti. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir dans ce lieu magnifique, comme l'a dit Boris. Première question, en préparant cette table ronde, cette conférence, j'ai sorti ma calculette. Je crois qu'il y a eu 7 ministres des Outre-mer depuis 2022. Vous, ça fait un peu plus de 100 jours que vous êtes arrivés. Comment on fait pour construire des politiques de long terme pour les Outre-mer quand il y a cette succession de ministres aux responsabilités? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci de la journée que vous consacrez aux Outre-mer, avec un titre qui est très intéressant et qui voit juste les Outre-mer aux avant-postes. C'est une question récurrente. Moi, je la pose tous les jours. La question des Outre-mer en première ligne, qui de ce fait ne doivent pas être traités comme un sujet périphérique. C'est vraiment le cœur du réacteur. Merci beaucoup par ailleurs d'être nombreux. Évidemment, les Outre-mer, ils n'ont pas le luxe de l'instabilité. On a besoin de s'inscrire dans la durée, dans la pérennité, pour construire des politiques publiques territoire par territoire, parce qu'il y a des spécificités. Et donc la question évidemment des visages au sein de ce ministère, elle n'est pas anodine. Je crois même que je suis la 11e ministre depuis 2017. Moi, je plaide pour la stabilité depuis toujours. Et donc ce que je réponds en général, c'est « je propose de ne pas me changer ». D'ici au moins la fin de ce mandat, d'ici 2017. Bon, je suis aux responsabilités, je suis très heureuse d'être au sein de ce ministère que j'ai choisi. Ce n'est pas un choix par défaut, c'est une conversation que j'ai eue avec et le Premier ministre et le Président de la République, parce que je sais ce que représentent ces territoires ultramarins. On parle beaucoup de ministère social quand on parle Outre-mer. Je pense qu'il faut changer de regard. On est au sein du ministère des Outre-mer, dans un ministère de souveraineté. Et ce mot, il a une résonance particulière compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, on va en parler. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et à partir du moment où on a le bon regard, où on porte le bon regard sur les choses, on peut construire une stratégie pérenne et durable. Après, on essaye de le faire soi-même. J'espère pouvoir, dans les mois qui arrivent, dérouler les feuilles de route que j'ai imaginées pour les territoires ultramarins. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai une vision, j'ai une trajectoire, et que si le temps le permet, eh bien, je pourrais apporter des résultats. Alors, au sommet des dossiers qui vous attendent, vous avez placé bien sûr la Nouvelle-Calédonie comme une priorité. Il y a quelques jours, mi-janvier, a été conclu l'accord d'Élysée-Oudinot, qui vous a valu quelques nuits blanches aussi de négociations et de préparation. C'était un accord qui est complémentaire à celui de Bougival signé cet été. Il y a un projet de réforme constitutionnelle qui va être soumis au Sénat, je crois que ce sera le 24 février, qui va commencer à être examiné.
pour que notre public et ceux qui nous suivent en ligne comprennent bien, si ce projet va à son terme, quel changement concret ça va engendrer pour la Nouvelle-Calédonie? Et est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que ce projet aille à son terme, étant donné qu'il y a l'opposition en Nouvelle-Calédonie des indépendantistes du FNLKS notamment, et qu'il y a une certaine partie des forces politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat qui y sont opposées? Alors oui, la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet central, hein. C'est le premier dossier dont je me suis saisie. On parlait tout à l'heure de la place des Outre-mer dans la République. C'est aussi ça, le sujet calédonien. Et donc, il est toujours traité à haut niveau, en lien avec le Premier ministre d'ailleurs et le Président de la République. Quand je suis arrivée rue Oudinot, il y a 3 mois de cela, il y avait l'accord de Bougival, mais qui était suspendu. Il y avait des forces politiques qui ne se parlaient plus, et il y avait surtout un territoire épuisé. Après les émeutes de l'année 2024, du mois de mai 2024, on le sait, c'est près de 15% de PIB perdu par la Nouvelle-Calédonie. C'est des entreprises qui ont fermé. Ce sont des Calédoniens aussi qui sont partis. Donc il y avait cette situation économique et sociale désastreuse. Le territoire était vraiment rentré dans une spirale de récession. Et ce volet politique institutionnel comme ça qui avait été mis en pause. Donc la première chose que j'ai faite, je me suis rendue sur le territoire, j'ai consulté toutes les forces politiques, j'ai essayé de renouer ce lien de confiance, ce qui m'a permis effectivement eh bien, d'échanger en toute transparence avec tout le monde, le FLNKS compris. Même s'il y avait des désaccords, on a au moins réussi à se reparler. Je suis repartie avec un accord que le président de la République a souhaité conforter. Il a invité les forces politiques à Paris et effectivement, on s'est revus. Alors pas tout le monde, 5 forces politiques sur 6 qui ont souhaité s'inscrire dans cette démarche, d'essayer d'aller vers la voie du compromis, parce que c'est ça, la Nouvelle-Calédonie, c'est le dialogue qui permet de tracer un chemin institutionnel. Alors évidemment, ce n'est pas un accord parfait. Il n'y a jamais eu d'accord parfait en Nouvelle-Calédonie, jamais. Les accords de Nouméa, de Matignon, Oudinot ont été des accords imparfaits, mais ils permettaient de tracer une trajectoire pour le territoire. C'est la définition du compromis. C'est ce à quoi nous avons abouti après 3 jours, 4 jours de travail, quelques nuits effectivement ensemble. Ça a été rugueux parce que les indépendantistes, par définition, ne pensent pas la même chose que les non-indépendantistes. Les centristes et les progressistes eux-mêmes portent un autre projet. Mais le compromis, c'est ça. C'est aussi des concessions pour essayer d'avancer. Ça a donné Élysée Oudinot, qui est un accord qui permet d'éclairer l'accord de Bougival sur la question de l'identité kanak, sur la question de l'exercice du droit à l'autodétermination, qu'organise l'accord de Bougival. C'est pas rien ce que fait Bougival. Bougival permet demain, de manière progressive, de transférer de la souveraineté à l'État de Calédonie, c'est-à-dire du régalien, la défense, la justice, la sécurité. Et on a essayé de préciser pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Et on y a adjoint un protocole financier, puisque je vous ai parlé d'économie, et qu'il faut que la Calédonie puisse marcher sur ses 2 jambes, volet politique institutionnel et puis de la perspective économique. Donc on a détaillé le grand pacte de refondation qu'a souhaité le Premier ministre. C'est ce qu'a donné cette séquence parisienne. Je salue, moi, le courage de ceux qui étaient autour de la table, parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ils ont pris un risque aussi en venant à Paris. Ils ont des cibles dans le dos, ils ont été menacés, mais ils sont allés au bout dans l'intérêt, encore une fois, du territoire. Le FNKS n'était pas présent. Je le regrette. J'ai été transparente avec ceux avec qui j'ai discuté. Leur place était à la table, y compris pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais c'est difficile de parler pour eux. Moi, je les ai invités à venir dire les choses et voir si nous pouvions avancer ensemble. Ils ont fait un autre choix. Le fait est qu'on ne peut pas se contenter de dire le FLNKS n'est pas là et donc nous ne ferons rien pour les Calédoniens. Ce n'est pas entendable. Compte tenu de la situation économique difficile, et même plus que ça, dramatique du territoire aujourd'hui, l'année 2026 étant une année charnière pour le territoire, nous ne pouvons pas ne rien faire. C'est ce que j'ai dit. La politique de la chaise vide, elle ne mène à rien. À partir du moment où toutes les conditions étaient remplies pour nous réunir et pour nous parler, y compris pour exprimer des désaccords, alors l'absence ne se justifiait pas. Et d'ailleurs, à l'intérieur du FLNKS, il y a eu des discussions pour venir. C'était pas ou tout blanc ou tout noir. Certains voulaient venir à Paris et dire des choses. C'est finalement, je dirais, la ligne la plus radicale qui l'a emporté, malheureusement. Je continue de dire que la porte est ouverte au FLNKS s'ils souhaitent revenir dans le processus pour essayer de construire quelque chose.
Nous sommes dans une étape maintenant parlementaire qui va s'ouvrir. Ce sont les députés et les sénateurs, avec le projet de loi constitutionnelle du processus Bougival-Élysée-Oudinot, qui est aujourd'hui en marche. Et le Sénat examinera d'ailleurs ce texte la semaine du 24 février. Donc vous voyez, les choses arrivent. Alors, autre dossier important, c'est celui de Mayotte. Vous vous y êtes rendu également. On est un peu plus d'un an après le cyclone Chido, qui avait eu des conséquences terribles à la fois sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan social. Plus d'un an après ce cyclone, comment va Mayotte et est-ce que vous considérez que la réponse de l'État a été à la hauteur ? Alors Mayotte a subi une épreuve terrible, hein, le cyclone Chido, suivi du cyclone Dikeledi. Quand je m'y suis rendue, j'ai vu les cicatrices. C'est visible, c'est encore visible sur le territoire. J'ai vu aussi des choses sortir de terre, j'ai envie de dire. Je ne nie pas les difficultés. C'est pas moi qui dirais que tout va bien, l'État est au rendez-vous, tout ça fonctionne très bien. Ce n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de difficultés, il y a des blessures, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que nous serons au rendez-vous. L'État sera au rendez-vous de la reconstruction. D'abord, évidemment, sur le plan financier, bien sûr, il faut des moyens. Il faut des moyens pour que les projets voient le jour, pour reconstruire ce qu'il y a à reconstruire, d'écoles, de logements, de réseaux, d'infrastructures. 4 milliards d'euros aujourd'hui programmés dans le cadre de la loi Mayotte sur la refondation et la reconstruction. 4 milliards d'euros entre 2025 et 2030, avec pour l'année 2026 une trajectoire qui a été sanctuarisée. Ce sont 700 millions d'euros que nous avons réussi à mettre dans un programme spécifique. Je me suis battue pour ça, ce qu'on appelle un PIT. C'est un peu technique, mais quand même, je veux le dire, ça change la donne, parce que c'est un programme qui permet de flécher l'argent pour Mayotte, directement pour Mayotte, qui sera piloté par le préfet. Et donc, on sera directement dans l'exécution. C'est ça qui est important de dire. Et maintenant, il faut qu'on soit au plus près de cette exécution. Il y aura un comité de suivi, composé notamment de parlementaires, d'élus. Moi, je serai évidemment au rendez-vous. Je compte aussi me rendre le plus régulièrement possible sur place pour vérifier ce qui s'y passe. L'État veut accompagner en termes d'ingénierie, de compétences, de capacité à faire. On a mis en place un établissement public pour ça, pour venir en soutien des élus. Et puis, il y a tout le reste, j'ai envie de dire. Hein. Il y a la question économique, il y a la question sociale, il y a la question de la jeunesse, il y a la question sécuritaire. Il y a un sujet d'immigration aussi, très fort. Il y a une pression démographique sur le territoire. Je m'entretiendrai très bientôt avec le ministre de l'Intérieur aussi pour envisager les moyens à déployer. Et donc, sur tous ces volets, je l'ai dit, je n'abandonnerai pas les Mahorais. Alors, il y a un sujet qui concerne Mayotte, mais l'ensemble des territoires ultramarins, qui est celui de la vie chère. Je crois que le Premier ministre en a parlé comme l'urgence des urgences. Il y a un projet de loi qui a été examiné au Sénat, mais l'examen à l'Assemblée nationale a été reporté, je crois, au printemps, vous nous direz. Certaines forces politiques considéraient qu'il n'était pas suffisamment ambitieux, et vous-même, vous avez dit qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce texte. Alors, tout n'est pas encore abouti, mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner une direction de vers où vous voulez aller plus loin ? Le sujet de la vie chère, ça, c'est un fléau structurel. Hein, ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, on connaît ça depuis des décennies. Bon, je crois, pour donner un exemple, en Guadeloupe, les prix alimentaires ont augmenté de 35% en 10 ans. Oui, voilà. Absolument, absolument, et ça veut tout dire. Vous avez même des écarts de prix sur les paniers, parfois jusqu'à 40%. 40%, c'est colossal. Ce n'est donc pas acceptable. Quand on parle de pouvoir d'achat, ça concerne évidemment tous les Français, en particulier nos compatriotes ultramarins qui sont sur des territoires éloignés. Et donc, il y a des frais qui s'imputent, notamment des frais d'acheminement, des frais d'approche, qui pèsent sur les prix pour les produits de base, pour les produits alimentaires, pour les produits d'hygiène. Et c'est à ça qu'on veut s'attaquer. Il y a ce texte, effectivement, ce projet de loi que j'ai défendu à mon arrivée au ministère, au Sénat. Et je l'ai dit, je l'ai assumé. Ce n'est pas un texte que j'ai préparé, mais c'était mon prédécesseur, c'était Manuel Valls. Et il a bien fait de le déposer. Moi, je l'ai soutenu, mais j'ai dit qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qui était écrit. Parce que sur ce sujet, là aussi, il ne faut pas décevoir. Il ne faut pas décevoir sur la question du pouvoir d'achat. C'est quelque chose de très concret. Ça pèse sur le quotidien de nos compatriotes. Donc, il a été adopté au Sénat.
On a fait un travail avec les sénateurs. Moi, j'ai pris beaucoup des amendements qui avaient été déposés par les parlementaires, mais j'ai dit que nous allions faire une forme de pause pour le muscler, j'ai envie de dire, le texte. J'ai demandé aux délégations outre-mer à l'Assemblée nationale et au Sénat de travailler à des propositions complémentaires. Je leur ai donné rendez-vous après les municipales pour récupérer ces propositions, pour nous-mêmes les faire expertiser, diagnostiquer et pour voir si nous pouvions les intégrer à ce texte. Toujours pour mieux lutter contre les phénomènes de marge, de rente, sur la formation des prix, il faut qu'on soit en rendez-vous, sur la concurrence. Donc, il y a encore matière à faire des choses. Sur les billets d'avion, sur le prix des billets d'avion, par exemple, qui n'était pas un élément incorporé, mais qui est essentiel pour nos compatriotes. Je mettrai en place des groupes de travail assez rapidement et pour qu'effectivement, à partir du mois d'avril, on puisse venir avec encore d'autres propositions pour être à la hauteur de ce défi que constitue la lutte contre la vie chère. Vous parliez du Sénat, vous étiez auditionné il y a quelques jours par la délégation aux Outre-mer. Vous avez listé vos différentes priorités. Vous avez parlé de la situation sécuritaire très dégradée, je cite, que vous avez trouvée en arrivant à votre ministère. Notamment, vous avez évoqué la question du narcotrafic. Comment on fait aujourd'hui pour lutter dans les Outre-mer contre des réseaux qui ont une structuration internationale, qui sont extrêmement puissants? Comment on fait pour ne pas être impuissant face à eux? Il faut être dans l'action. Je crois qu'il n'y a pas d'autre recette que d'être dans l'action. Quand je dis que les Outre-mer sont un ministère de souveraineté, c'est aussi de la souveraineté régalienne. On est aux avant-postes de ce qui se passe dans le monde. Donc la question sécuritaire, elle est essentielle. La lutte contre le narcotrafic, elle démarre dans les Outre-mer. Parce que les réseaux, les routes par lesquelles les stupéfiants arrivent ensuite sur le continent européen, ce sont les Outre-mer. Et donc il y a la nécessité de prendre conscience de ce phénomène pour apporter les bonnes réponses. Quand je suis arrivée, encore une fois, il y a 3 mois, le président de la République avait dit « Je veux une grande feuille de route de lutte contre le narcotrafic ». Et il a raison, parce que le phénomène, il est exponentiel. On voit ce qui se passe en Hexagone, mais c'est partout dans le monde. Sauf que les Outre-mer n'y étaient pas intégrés, ce qui était un peu surprenant. Donc j'ai dit au président de la République « Les Outre-mer doivent être intégrés à la feuille de route. Sinon, les solutions qui seront apportées, elles seront parcellaires. » Et c'est chose faite. Les Outre-mer sont intégrés. J'ai une réunion cet après-midi avec les ministres régaliens en présence du président de la République pour continuer nos échanges, pour apporter des solutions. On y parle de ports, on y parle d'aéroports, de filières, de mules, de la manière dont on peut stopper l'arrivée de ces trafics, puisque les Outre-mer sont à la fois des marchés, mais vous le savez, des lieux de passage. Donc voilà, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité que les Outre-mer soient intégrés à cette réflexion et la nécessité effectivement d'être dans l'action et donc de proposer des moyens supplémentaires de contrôle, de prévention et puis d'intégrer effectivement cette réflexion à celle qu'on mène dans l'Hexagone. Vous parlez de souveraineté justement dans un monde qui est de plus en plus instable et sur l'ensemble des continents. Comment on fait pour protéger nos territoires ultramarins, assurer en toutes circonstances leur souveraineté? J'imagine que vous travaillez avec la ministre de la Défense là-dessus. Concrètement, voilà, qu'est-ce que la situation géopolitique actuelle change dans la façon de penser, la façon dont on protège les Outre-mer? Mais ça change tout. Ça change tout à partir du moment où on a la conscience que, d'abord, on est dans un monde où les rapports de force reviennent. On parle beaucoup de domination. On voit notamment ce qui se passe avec les velléités du président américain. Il faut d'abord dire que la souveraineté de nos territoires est non négociable. C'est important en termes de message politique. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a encore très peu de temps avec le Canada, qui est pourtant un partenaire, un ami de longue date. Mais c'est important aussi de rassurer. Il y a des sujets de contrôle aérien qui pourraient être confiés au Canada. D'abord, c'est un problème purement technique et organisationnel. Ce n'est pas un sujet de souveraineté, mais c'est important quand même de pouvoir l'expliquer. On voit bien les tensions qui nous traversent. Et donc, redire que notre souveraineté territoriale, notre souveraineté stratégique, notre souveraineté économique, notre souveraineté sur tous les plans n'est pas négociable et que les Outre-mer sont aux avant-postes de cela, c'est la première chose. La deuxième, on ne va pas se contenter de dire ça, il faut l'organiser, cette souveraineté dans les Outre-mer. Ça veut dire investir
dans les réseaux, dans les infrastructures, dans la sécurité, dans l'intelligence artificielle, par exemple. Investir sur tous ces plans pour organiser concrètement cette souveraineté, dans le cas où, parce que gouverner, c'est prévoir, et que compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui se passera tout à fait demain. Alors, dans les choses que vous voulez prévoir sur le plan institutionnel, vous avez lancé en décembre les travaux sur l'avenir institutionnel de la Martinique. Est-ce que, alors voilà, encore une fois, c'est des travaux qui sont au début qui sont en début de phase, mais est-ce que vous pouvez un petit peu donner les contours de ce qui va être discuté et qui d'ailleurs le sera aussi pour d'autres territoires, hein, mais voilà, mais c'est plus avancé, si j'ai bien compris, sur la Martinique que sur les autres. Oui. Ça, c'est très important. D'abord, nous sommes à l'écoute des territoires. Il y a des territoires qui souhaitent avancer, qui veulent davantage de transfert de compétences, qui veulent plus de pouvoir normatif, qui considèrent qu'ils sont les mieux placés, finalement, pour apporter des solutions locales, territoriales. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre et peut-être qu'il faut dépasser le modèle que nous avons connu de la relation entre l'Hexagone et les Outre-mer et partager ça avec eux. Parce que le changement, il est dans l'air. Et moi, j'ai toujours pour habitude de dire qu'il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par le cou. Le président de la République m'a confié ces groupes de travail. Il a constaté, il a fait le constat, et je le fais avec lui, que notamment en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, il y a des modèles avancés sur ces sujets. Il y a une forme de consensus des élus pour dire nous voulons davantage de responsabilités pour nos populations. J'ai donc lancé ces groupes de travail avec la Martinique et la Guadeloupe. J'espère le faire avec la Guyane. En tout cas, ma porte est ouverte pour organiser ces changements. Alors, c'est assez puissant quand même, hein. D'abord, c'est inédit et c'est très puissant. Ce sont des changements institutionnels, politiques. Donc, ça se fera dans le temps. J'organise des réunions. Nous allons discuter thématique par thématique sur ce que ça signifie. Parce qu'effectivement, prendre des responsabilités, c'est aussi prendre des charges. Il faut que les élus en soient conscients. Et puis à la fin, ce sont les populations qui trancheront, puisqu'elles seront consultées sur le fait de savoir si elles veulent aller vers ces changements profonds ou pas. Voilà, tout est organisé de manière à ce que le processus démocratique soit respecté. Dernière question, Madame la Ministre. Au cours de votre audition au Sénat, vous avez aussi insisté sur le fait que vous souhaitiez que les Outre-mer soient au cœur de la prochaine élection présidentielle, je dirais même aux avant-postes, pour reprendre le thème de cette journée. Concrètement, pour vous, quelles sont les grandes réformes structurelles pour les Outre-mer qu'il faudra aborder au cours de cette campagne présidentielle? Oui, sujet. Merci d'évoquer ce point qui me tient à cœur. Dans la position qui est la mienne aujourd'hui, moi je suis la porte-parole des territoires ultramarins. Je sais ce qu'ils représentent pour la France, en termes de souveraineté, en termes d'identité, en termes d'histoire, en termes de richesse, de potentiel. C'est comme ça que je veux qu'on en parle. Donc je travaille à la fois en amont et en aval, si je peux le dire comme ça, en amont sur le réflexe que nous devons avoir collectivement, le réflexe ultramarin, c'est-à-dire vraiment la nécessité que les Outre-mer rentrent dans la conscience commune. On ne peut pas dire la France est une puissance, deuxième puissance maritime au monde, sans parler des Outre-mer, par exemple. Parce que s'il n'y a pas les Outre-mer, on est un pays continental comme un autre. Voyez, donc il faut travailler sur ce réflexe ultramarin. Et en aval, ça veut dire aussi, parce que moi je suis consciente de la situation politique aujourd'hui, je suis consciente qu'il n'y a pas de majorité. Je suis consciente aussi que tout ça est très instable. Je suis parlementaire depuis quelques années, donc je connais bien le mode de fonctionnement du système politique aujourd'hui, donc je fais avec. Donc je dis, il n'y aura pas de grand soir dans les Outre-mer, c'est pas vrai. Par contre, je crois à la succession de petits matins, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je dis que les grandes réformes structurelles, compte tenu du fait que tout ça est instable et qu'il n'y a pas de majorité, ces grandes réformes structurelles, elles verront probablement le jour après 2027. Mais ma responsabilité, c'est de préparer ça. Donc je veux que ces grandes réformes, elles soient d'ores et déjà discutées. Et elles auront leur place dans le débat présidentiel, je le souhaite. J'imagine pouvoir faire émerger dans les territoires, dans chacun des territoires, des modèles économiques, des modèles de transition écologique, des modèles pour la jeunesse, et de les soumettre
au débat présidentiel, de dire à chacun des candidats, voilà les modèles. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que dans ce débat présidentiel, on parle absolument des Outre-mer. On ne peut pas faire l'impasse de ça. On ne peut pas dire ils sont aux avant-postes, ils constituent une puissance pour nous, et je veux dire escamoter le sujet. Ça n'est pas entendable. Donc j'y travaille. Je veux que les candidats puissent se prononcer en 27 sur ce qu'est pour eux la place des Outre-mer au sein de la République, parce qu'une fois qu'on sera clair sur cette question, la stratégie, elle sera très simple à décliner. La vraie difficulté, c'est toujours de répondre à la question « Quelle place voulons-nous pour les Outre-mer » Moi, je sais, mais les candidats à la présidentielle, ils devront aussi se prononcer. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. On vous laisse repartir sous les applaudissements. On se retrouve dans quelques instants pour se poser une question à grande portée citoyenne. Les Outre-mer sont-ils encore dans la République? À tout de suite.